Saliagas. Audrey Crespo-Mara, votre invité est le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, François de Rugy. Bonjour François de Rugy. Bonjour. Hier soir sur TF1, le Premier ministre a annoncé qu'une nouvelle loi contre les casseurs serait votée à l'Assemblée début février. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour prendre des mesures alors que les débordements de violence durent maintenant depuis plus d'un mois et demi ? Face à de nouvelles réalités qui sont la violence qui devient quasiment un mode de manifestation, où c'est pas simplement quelques casseurs en queue de manif comme on disait autrefois, ou en marge de manifestation, eh bien il faut adapter notre droit. Et on y réfléchissait déjà depuis un certain temps. La preuve, alors, il y avait eu cette proposition de loi au Sénat. Droite, voilà. Oui, en mais qui avait été votée sans l'opposition du gouvernement, parce que le gouvernement y avait vu l'intérêt. Mais sans les sénateurs de la République En Marche. Je précise à nos auditeurs de quoi nous parlons. En octobre dernier, Bruno Retailleau, donc le patron des Républicains au Sénat, a fait voter une loi anti-casseurs et les sénateurs La République En Marche ont voté contre. C'était une erreur de leur part ? Mais non, mais il était à l'époque, nous n'étions pas dans le même contexte. D'ailleurs, cette loi, elle va être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Elle sera sans doute modifiée à l'Assemblée nationale. Elle sera sans doute enrichie. C'est normal, c'est le travail parlementaire. On ne fait pas du copier-coller simplement entre ce qu'a dit le Sénat et ce que va faire l'Assemblée. Cette loi, elle est inspirée d'un sujet que je connais bien personnellement, qui est celui du hooliganisme. Parce que moi-même, j'avais travaillé avec des associations de supporters pour trouver le bon équilibre entre lutter contre les violences dans les stades. Donc là, c'est lutter contre les violences dans les manifestations et en même temps préserver le droit de manifester. D'ailleurs, on n'a pas empêché les gens d'aller au stade et les stades ne se sont pas vidés. Donc on n'empêchera pas les gens de manifester. Le Premier ministre l'a redit hier. C'est garantir le droit de manifester, c'est garantir la sécurité. Et la force doit être du côté du droit. Mais la force doit être du côté de la loi. Laurent Nunez, le numéro 2 du ministère de l'Intérieur, avait à ce moment-là, en octobre dernier, donné un avis défavorable au texte, en estimant que cette loi proposait des sanctions disproportionnées. Finalement, 2 mois plus tard, vous reconnaissez donc que c'était une erreur ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut adapter notre arsenal législatif aux réalités de la violence et de l'insécurité. Moi, je le pense depuis toujours. C'est normal. Parfois, des gens disent « Ah, mais pourquoi il y a une loi sur la sécurité quasiment tous les ans ?» Mais parce qu'on doit s'adapter. Sinon, vous savez, les délinquants, les violents, les manifestants violents, eux, ils n'attendent pas que la loi s'adapte pour commettre leurs méfaits. Mais ça prend du temps, et François de Rugy. Oui. Dès le mois de juin, Bruno Retailleau, donc le patron des Républicains au Sénat, proposait de créer un fichier spécial pour identifier et surveiller les manifestants violents. Il proposait aussi que les manifestants masqués puissent être interpellés et traduits devant un tribunal. Est-ce que ça n'aurait pas été utile aux forces de l'ordre ces dernières semaines ? Sur les manifestants masqués, par exemple, c'est un sujet qui fait l'objet déjà de mesures depuis longtemps. Simplement, on voit qu'elles ne sont pas assez efficaces. Moi, j'ai été témoin un samedi... Mais vous avez pris du temps. J'ai été témoin un samedi dans Paris d'un groupe de 500 gilets jaunes, boulevard Saint-Germain, donc on n'était pas sur les Champs-Élysées, on n'était pas dans les endroits où il y avait les affrontements, et ils étaient quasiment tous masqués. Mais vous quasiment tous. Vous dites pas, donc, on a quand même perdu du temps. Ça, c'est une réalité qui n'existait pas auparavant. Auparavant, dans les manifestations, qu'elles soient syndicales, politiques ou autres, mais cette proposition les gens au mois de juin, masqués étaient une toute petite minorité. Et donc, il faut absolument adapter notre droit aux réalités. Vous n'avez pas perdu de temps. En tout cas, vous savez, quand on agit vite, on nous le reproche en disant vous agissez sous le coup d'un fait divers, sous le coup d'un fait extérieur. Quand on met quelques mois pour un arsenal législatif concernant à la fois la sécurité et aussi les droits de manifester, eh bien, on va nous reprocher d'être trop lent. Bon, ce qu'il faut, c'est agir. Après l'attaque contre le ministère de Benjamin Griveaux ce week-end, est-ce que votre sécurité personnelle a été renforcée ? Non, mais moi, vous savez, j'avais déjà une protection, déjà quand j'étais président de l'Assemblée nationale. On me l'avait reproché à l'époque. On m'avait reproché les moyens, il y avait 3 officiers de sécurité qui se relayaient à mes côtés. Bon, moi je constate, vous savez, j'avais pensé moi-même par exemple que pendant mes vacances, je ne craignais rien. Et c'est sur ma maison de vacances qu'il y a eu des tags, qu'il y a eu... Elle a été vandalisée, votre maison, sur l'île d'Ouessant début décembre. Oui. Vous n'avez pas peur d'être une cible à votre tour ? Ah mais si vous voulez, si je commence à avoir peur, j'arrête de faire de la politique et j'arrête d'avoir des responsabilités. En revanche, ce que je ressens pour mes proches, pour mes enfants, pour mon épouse, c'est en effet une pression, une violence, un climat de violence qui est inacceptable. Mais surtout, ce que je vois, c'est les députés, par exemple, et ce sont les députés de la majorité, qui sont ciblés. C'est quasiment tous les jours qu'ils reçoivent des lettres d'insultes, des lettres de menaces de mort, des lettres racistes ou des lettres sexistes, ou surtout des agressions, non seulement sur leur permanence de député, mais sur ce qui est encore beaucoup plus grave, sur leur domicile privé. Une députée de Vendée, Patricia Galerno, s'est réveillée dimanche matin avec un mur
de parpaing qui avait été construit devant sa sortie de garage. Il y a un moment donné où tous les responsables politiques devraient condamner cela. Mais votre sécurité, moi, je ne vois pas tous les responsables politiques condamner cela. Comme s'il y avait en gros les bons députés qui sont dans l'opposition et qui, eux, ne doivent surtout jamais être attaqués. Je me souviens de M. Mélenchon qui avait trouvé qu'on ne le protégeait pas assez. Vous parlez du silence de l'opposition. D'un autre côté, je vois, quand c'est les députés de la majorité, on a l'impression quasiment que c'est bien fait pour eux. Donc vous dénoncez les silences de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, les patrons de parti. Moi, je savais, quand j'étais président de l'Assemblée nationale, je défendais tous les députés. Chaque fois qu'un député était agressé, y compris c'est arrivé un jour avec un député du Front National, je l'ai défendu. Eh bien, j'aimerais que les responsables politiques, la République, M. Mélenchon avait dit, quand il a été pourtant simplement fait l'objet d'une procédure judiciaire, il s'y est opposé en disant « la République, c'est moi », comme si tout député incarnait à lui tout seul la République, ce qui était exagéré. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est inacceptable que les responsables politiques, comme tout citoyen, soient agressés, soient ciblés, soient menacés et que l'on vive dans ce climat de violence. Ça doit cesser. On ne laissera pas la haine se déverser sur la France. François de Rugy, on a appris hier que Chantal Joanneau, présidente de la Commission nationale du débat public, touchait presque 15 000 € par mois. Vous ne craignez pas que ce salaire de près de 15 000 € par mois la discrédite pour piloter un débat sur les problèmes de pouvoir d'achat ? Écoutez, là aussi, il y a un moment donné, il va quand même falloir qu'on reprenne un peu le sens 15 000 €, ça vous paraît juste mesure. Pour piloter un débat sur le pouvoir d'achat ? Oui, il y a des joueurs de foot qui gagnent 1 million d'euros par mois et ça choque personne. C'est pas de l'argent public. Oui, vous savez, les stades de foot ne sont pas construits autrement qu'avec nos impôts. C'est l'argent des clubs. Mais là, c'est de l'argent public. Oui, d'accord. 15 000 € par mois pour piloter un débat sur le pouvoir d'achat. Est-ce que les responsables politiques... Moi, j'ai été interpellé un jour par un gilet jaune dans un débat à la télévision. Combien vous gagnez ? J'ai dit combien je gagne, parce que moi, je considère que c'est transparent. La politique, la fonction publique, les fonctions de ce type qui sont des fonctions publiques, elles sont toutes avec des salaires publics. C'est le seul secteur où tous les salaires sont publics. Dans votre entreprise, les salaires ne sont pas affichés dans le hall du siège de la société. Par ailleurs, est-ce que si tout le monde gagnait 2 000 €, moi on m'a demandé ça, est-ce que les politiques ne devraient pas tous gagner 2 000 €? Est-ce que si tout le monde gagnait 2 000 € dans la rédaction d'Europe 1, les journaux, les émissions d'Europe 1 seraient de meilleure qualité? C'est pas de l'argent public. 15 000 € d'argent public pour piloter un débat qui touche notamment au pouvoir d'achat. Vous entendez les Français? Mais moi, ils ne comprennent pas les bas salaires, les politiques qui sont déconnectés de leurs problèmes. Vous entendez ce qu'on vous dit? Oui, bien sûr, mais vous savez, 15 000 € donc pour piloter un débat, c'est pas trop. Mais attendez, c'est pas pour piloter un débat. Elle est présidente de la Commission nationale du débat public. Elle gagne un petit peu plus que son prédécesseur, mais c'est à peu près la même chose que son prédécesseur. Et je trouve qu'elle gagne même plus qu'un ministre. Vous voyez, donc c'est pas une question de comparaison entre nous. C'est simplement le fait qu'à un moment donné, il faut quand même que le fait d'exercer des responsabilités, si on considère qu'exercer des responsabilités politiques, c'est quelque chose qui ne doit pas être rémunéré ou qui doit être rémunéré simplement au salaire minimum, eh bien à ce moment-là, ça veut dire qu'on considère que il n'y a plus d'échelle de valeur dans les responsabilités. Moi, je ne suis pas pour que tout le monde gagne pareil partout, dans le privé comme dans le public. Il y a une échelle. La différence entre le public et le privé, c'est que dans le public, tout est transparent. François de Rugy, dans les cahiers de doléances remis à Chantal Joanneau par les maires de la France rurale, l'écologie est souvent perçue comme une préoccupation de bobo citadin. Allez-vous, vous, en tant que ministre de la Transition écologique, parler au cours de ce grand débat d'écologie ou avez-vous peur de soulever à nouveau les gilets jaunes? Mais je compte bien parler d'écologie et je compte bien en parler à la ville comme à la campagne. Mais je compte bien aussi que ce grand débat, il serve à faire réentendre des voix diverses. Il n'y a pas une seule voix. D'ailleurs, la voix des gilets jaunes, c'est laquelle? Les gilets jaunes, c'est qui? C'est un mouvement, il est organisé, il serait peut-être temps. Parce que si on veut peser dans le débat public, dans les décisions politiques, si on réclame des référendums d'initiative citoyenne, et moi, vous savez que je ne suis pas contre en plus sur le principe, donc j'ai pas de problème là-dessus. Mais simplement, il faut s'organiser. Il faut être un mouvement organisé, soit un mouvement associatif, soit un mouvement politique. Et à ce moment-là, eh bien, dans ce débat national, on aura des voix diverses. Moi, je compte bien, par exemple, que les habitants des villes, qu'on n'a pas beaucoup entendus ces derniers mois, eh bien, ils se fassent entendre. Il y a un journal, Libération, qui fait sa une sur la fracture immobilière. Ben oui, dans les villes, en France, la dépense contrainte, le budget contraint, ce qui pèse, c'est le logement. C'est pas la voiture, c'est le logement. Est-ce que cette voix-là ne doit pas être entendue? Si. Est-ce que dans les campagnes, l'écologie, ça ne compte pas? La sécheresse, elle n'a pas touché les campagnes? Les agriculteurs, ils n'ont pas été touchés par les campagnes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'opposer l'écologie qui serait le fait de quelques-uns? Vous savez que les mesures que l'on prend pour les voitures, pour le changement des voitures, 95% des bénéficiaires, ils sont hors Île-de-France. Donc c'est pas pour les bobos parisiens, c'est pour les Français. La taxe d'habitation pourrait finalement être maintenue pour 20% des foyers les plus aisés. Ce revirement fiscal ne vous pose pas de problème?
Mais les choses sont mises sur la table en débat. Moi, je souhaite qu'elles le soient, que ce soit sur la taxe d'habitation, que ce soit sur la taxe carbone. Moi, je veux dire, je vais mettre sur la table la question, oui ou non, est-ce qu'on reprend la trajectoire de la taxe carbone? 3 centimes d'euros, 3 centimes seulement sur 1 litre d'essence. Ça rapporte plus de 2 milliards d'euros qui permettent de faire des choses. Mais ce sera en débat. Un retour de la taxe carbone. La question de la taxe d'habitation, est-ce que les 20% des Français pour lesquels il n'a pas été immédiatement réduit la taxe d'habitation, ce sont des gens riches, par exemple, puisqu'on dit toujours il faut faire payer les riches, etc. Tous ces sujets-là, ils seront sur la table, avec les chiffres, avec la transparence. Moi, je crois en ce débat, parce que justement, je crois en l'utilité de confronter les points de vue. Il n'y a pas un seul point de vue de tout le peuple contre un seul point de vue des élites politiques. Ça suffit aussi, cette caricature. Il est grand temps que l'on sorte des caricatures, que l'on sorte des violences et qu'on revienne dans le débat démocratique. Merci François de Rugy.